Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être là, ravie de retrouver des amis et des amies de longue date parce que ce travail que nous avons partagé avec Mylène, avec Patrice et avec d'autres collègues au Conseil de l'Europe date d'il y a plus que 20 ans. On était appelés pour redéfinir, essayer de décrire ce que serait le patrimoine de l'Europe. Alors de là, un chemin nous a menés ailleurs. Parce qu'on a fini par ne pas du tout définir ce que serait le patrimoine de l'Europe, mais ce que serait un droit au patrimoine en Europe. C'est-à-dire, on a renversé les choses. Au lieu de trouver encore un truc pour décrire le patrimoine, on a tourné notre esprit vers un droit individuel et collectif au patrimoine. Et alors, le seul et en commun a été, dès le début, une chose qui était dans l'air, mais qu'on n'a pas vraiment discuté à fond. Le seul ou en commun ou le seul et en commun, et qu'est-ce que ça peut bien signifier quand on se met à définir des droits. Alors, pour la Convention de Faro, je ne vais pas aller très loin là-dedans, donc pas définir la communauté patrimoniale et ce que serait le patrimoine, mais justement le seul et en commun qui est formulé là-dedans, et c'est toujours le seul et en commun, et jamais le seul ou en commun. Et ça, c'est clair, parce qu'on n'est jamais seul. Que toute personne seule ou en commun a le droit de bénéficier du patrimoine culturel, et toute personne seule et en commun de respecter aussi bien le patrimoine culturel des autres. Donc là, on a déjà saisi cette idée que le droit au patrimoine doit être socialisé, et le concept du patrimoine nécessite bien sûr un commun. Mais qu'est-ce que c'est ce commun? Comment il se localise et comment il se socialise? Et ça, c'est la question suivante que je me suis posée, le seul et en commun. Parce que finalement, on n'est jamais seul. Là, je veux citer l'auteur que j'ai découvert il y a longtemps, bien sûr, mais que je lis et relis encore. Et je vous lis, si vous permettez, un des plus beaux paragraphes du livre « La mémoire collective » de Maurice Halbwachs. On le prend toujours pour quelqu'un qui ne s'occupait que de la mémoire, mais ce n'est pas vrai, il était sociologue et il était morphologue, donc la morphologie sociétale le préoccupait, donc justement le problème du seul et au commun est à la racine de sa pensée. Alors c'est que, écrit-il, en réalité nous ne sommes jamais seuls. Le voyage à Londres. J'arrive pour la première fois à Londres et je m'y promène à plusieurs reprises, tantôt avec un compagnon, tantôt avec un autre, un historien, peintre, architecte, commerçant, et avec Dickens. Toujours en fonction des lieux que je vais voir, je suis en compagnie différente. Supposons que je me promène seule. Dira-t-on de cette promenade, je ne peux garder que des souvenirs individuels qui ne sont qu'à moi. Cependant, je ne m'y suis promenée seule qu'en apparence. À tous les moments, dans toutes les circonstances, je ne puis dire que j'étais seule, que je réfléchissais seule, puisqu'en pensée, je me replaçais dans tel ou tel groupe, celui que je composais avec cet architecte, et au-delà de lui, avec ceux dont il était l'interprète auprès de moi, ou avec ce peintre et son groupe, avec le géomètre qui avait dessiné le plan qu'il utilise à Londres, ou avec un romancier comme Dickens. Donc, jamais seul, toujours en compagnie. Alors, pour discuter, le seul et en commun, le seul n'existe pas, en principe, dans une situation sociétale. Mais alors, si en commun, comment penser ce commun? Comment le localiser? Comment le socialiser? Quelles sont les tailles? Quelles sont les échelles? Quelles sont les options? Comment peut-on ajouter l'une à l'autre ou alors déplacer peut-être un cadre par-ci ou par-là? Alors, le terme du cadre est totalement important là-dedans. Le cadre n'est pas quelque chose de contraignant, mais le cadre, c'est un terme conceptuel qui permet de penser un cadre, mais qui n'est pas fixe. Et dans toute
tous les écrits de Halbwachs, on lit et on relit que le cadre se transforme dès qu'il y a une personne qui part, une autre qui arrive, dès qu'on déplace quelque chose ou quelqu'un. Donc c'est jamais un cadre fixe, mais un cadre quand même, et plusieurs cadres qui se juxtaposent, superposent et qui changent, pas à volonté, mais en permanence, en principe. Alors, pour moi, étant conservatrice d'un patrimoine, il fallait absolument que je pense, moi, dans ce contexte, où localiser le patrimoine et où localiser l'héritier, c'est-à-dire la localisation de la chose et la localisation de la personne qui s'y connecte. Donc, le seul et en commun se discute quand on parle de localisation. Justement, la question se pose où localiser et exercer ce droit, là où on habite, où on est chez soi, ou là où on a vécu avant, autrefois, ou là où on aimerait bien vivre, mais ne peut pas parce qu'on est en exil ou parce qu'on ne peut pas y voyager, ou n'importe où, peu importe, où on se trouve par hasard ou exprès. Donc le droit au patrimoine, pour le localiser, il faut réfléchir parce qu'il n'y a pas une règle fixe. Il faut toujours, cas par cas, décider, discuter où placer, où localiser ce droit. Et alors, justement dans ce contexte, et puisque nous avons au Conseil de l'Europe déjà beaucoup discuté le problème du patrimoine venu d'ailleurs, c'est-à-dire des choses qui n'étaient pas produites là où on les voit, et les personnes qui n'ont pas été nées là où ils sont. Et comme ça, la localisation est bien sûr absolument indispensable à discuter. Comment prendre donc en compte dans tout cet édifice de droit culturel et de droit au patrimoine, prendre en compte les translocations et les migrations peut-être forcées des objets et des choses, et des personnes, pardon. Alors pour les objets, on en discute tout le temps, là, avec tous les bronzes du Bénin et tout cela. Alors là, maintenant, on est très, très, très bien, comment dire, on a avancé dans la pensée et peut-être même dans l'action. Mais pour le déplacement des personnes, on n'est pas vraiment, on n'a même pas démarré, à mon avis. Et ça serait nécessaire. Alors maintenant, justement, la socialisation de ce droit. Le droit au patrimoine, seul ou en commun, en compagnie de qui réaliser ce droit? Et là, maintenant, les groupes et les cadres se confondent avec son groupe familial, qui peut être grand ou petit, avec son groupe de référence actuel, qui sont maintenant vous, là, que vous êtes, ou alors le petit groupe avec lequel je travaillais à Berlin, ou le groupe de référence actuel veut dire que ce n'est pas un cadre fixe de droit et de, comment dire, de sociétal, mais qui peut aussi bouger et être actuel et passé. Avec d'autres qui ne sont pas ici, avec toute personne qui forme un attachement au même objet et au même lieu, c'est-à-dire une personne que je ne connais peut-être pas du tout, mais qui s'attache à la même chose. Donc là, on commence à faire un groupe, même sans se connaître. Et on se rencontre, et ça se fait souvent dans la recherche, par exemple, de l'histoire de l'art. On est spécialiste de je ne sais pas quel cloître romain, et puis roman, pardon, et on rencontre un chercheur ou une chercheuse d'ailleurs, et puis on se retrouve au même endroit, donc connecté par le sujet qu'on étudie. Comment prendre en compte donc les associations et les dissociations sociales, la formation de nouveaux groupes et un changement d'appartenance personnelle, parce que je peux partir, je peux fuir, je peux me transformer, je peux être obligée de me déplacer, je peux vouloir me déplacer, c'est-à-dire que le changement d'appartenance personnelle, qui n'est pas une option libre, parce qu'on ne peut pas vraiment librement choisir toute appartenance personnelle dont on a envie, mais on peut aussi être jeté dans un autre contexte dans lequel on n'avait pas peut-être l'intention de se retrouver, mais on est là. Alors le seul et en commun pour moi c'est la clé, parce que il faut penser le commun pas seulement comme une chose très globale, mais le commun est toujours spécifique. Alors Maurice Halbwachs. Alors Maurice Halbwachs pour moi est devenu absolument important dans ma réflexion sur la mémoire, mais aussi sur le patrimoine. Et c'est pour cela que je le cite là largement. Parce que ce que j'avais dans mes années 70, quand tout le monde était à gauche, on avait cette idée qu'il y avait le contraste ou la tension entre l'individu et la société. Alors zut, l'individu et la société.
Comment peut-on décliner une telle tension? Donc, c'était beaucoup trop global. Alors, ce n'est pas l'individu et la société, mais l'individu dans son cadre, avec d'autres cadres à côté, et peut-être opposé. Donc, Halbwachs, avec son concept de cadres sociaux qui sont toujours déformables et reformables, propose un modèle de société que je trouve plus souple et plus utile pour mon travail. Ouais, oui, alors il introduit la notion des groupes d'appartenance, ça c'est déjà clair, et prévoit une appartenance plurielle pour tout individu. Donc la multi-appartenance culturelle se retrouve déjà dans ces livres de Maurice Halbwachs, même s'il ne le discute pas de manière explicite. Et puis, comme je l'ai écrit, il nous permet de conceptualiser opposition et dissension entre groupes et individus dans le temps et dans l'espace. Et ça, je trouve ultra important. Si déjà, tu avais cité la valeur du conflictuel. Et ça, c'est Louis Cosa, Cultural Value of Social Conflict. Et Louis Cosa était pas par hasard le traducteur de Maurice Halbwachs en anglais. Il y a une proximité de ces deux personnages. Donc Louis Cosa, d'ailleurs, né à Berlin avec un nom juif allemand, a immigré via Paris en Amérique et est devenu sociologue américain assez célèbre pour les cadres. Alors, les droits culturels et les cadres sociaux. Si on regarde encore l'identité et le patrimoine culturel, le droit d'accéder notamment, c'est toujours le seul et en commun. Je ne vais pas rediscuter les articles de la Déclaration des droits culturels, mais juste vous rappeler que toute personne, aussi bien seule qu'en commun, a le droit d'accéder, notamment par l'exercice des droits à l'éducation, au patrimoine culturel. Et là, on avait un débat pas vraiment terminé sur le fait qu'on n'a pas le droit que d'accéder au patrimoine, mais de les produire aussi. C'est-à-dire que le droit au patrimoine n'est pas seulement un droit à la réception, mais aussi à la production. Ça manque un petit peu dans ce paragraphe, à mon avis. Et justement, article 4, super important quand on discute des cadres, toute personne a la liberté de choisir et de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles sans considération de frontières et de modifier ce choix. Je trouve ça c'est absolument essentiel. Changer, pas d'affiliation, ça on ne peut pas, mais d'appartenance, on peut. C'est-à-dire on a une option de se référer ou non à une ou plusieurs communautés culturelles, et ça c'est la liberté de l'individu, et bien sûr que pas tout individu a tout le temps et partout l'occasion de faire ça, mais il faut le penser. Et ça, je trouve très important justement dans les droits culturels. Et la phrase B, « Nul ne peut se voir imposer la mention d'une référence ou être assimilé à une communauté culturelle contre son gré. » Ça, on a vu ça dans le temps des années 70 à Berlin, où on voulait absolument à tout prix germaniser les Turcs ou les laisser turcs, c'est-à-dire l'idée qu'on devrait démolir les ponts pour vraiment arriver. C'est-à-dire die Brücken abbrechen hinter sich und vorwärts gehen. C'est-à-dire on démolit les ponts qui mènent à l'arrière, là d'où on vient. Et puis on avance là où on est, et le fait que jamais on détruit les ponts, et c'est très très mal aussi pour toute personne de détruire des ponts vers son passé. Donc c'était une idée très très primitive d'intégration au début de la société qu'on pouvait pas encore appeler une société de migration. Parce que migration n'était pas un mot qu'on utilisait, on disait Fremdarbeiter, Gastarbeiter, et pas du tout migration, parce qu'on ne considérait pas que ces personnes-là resteraient chez nous. Justement, le problème de l'appartenance culturelle nous a beaucoup préoccupés dans notre travail pour le Conseil de l'Europe. Je vous projette là un texte qui n'a aucun statut, parce qu'il n'a jamais été voté.
Il a été écrit, il a été publié dans un petit livret qui n'existe pas du tout. Il n'a même pas d'ISBN, rien du tout. C'est un leaflet produit par le Conseil de l'Europe, sans auteur et sans chiffre numéro quelconque. Quand on met Manifeste européen pour la multiple appartenance culturelle, on trouve tout de même une trace sur l'Internet, parce que ça a été réactivé en 2018, dans la deuxième année européenne du patrimoine, où on avait repris ce texte, je ne sais pas où ils l'ont déniché, mais sans jamais vraiment reconnaître le ton très pathétique, je trouve, très fort de ces phrases-là. Et je vous lis que celle que j'ai soulignée. Tout individu peut simultanément ou à diverses périodes de son existence faire sienne les appartenances culturelles auxquelles il entend adhérer. Donc le manifeste pour la multi-appartenance culturelle. Donc on n'a pas besoin de démolir les ponts, on reste ce qu'on était et on peut être autre chose à la fois, c'est-à-dire la multiple appartenance culturelle, et de révoquer ce choix. Ça, c'était vraiment une réflexion toute neuve à l'époque, en 2008, dans la société de migration dans tous les pays de l'Europe et même ailleurs. Et toute personne devrait être libre de renoncer à tel ou tel choix passé et libre de ses choix futurs. Ça se retrouve bien sûr aussi dans la Déclaration des droits culturels. Et ce texte, ça a été clandestin, je ne sais pas pourquoi. L'institution du Conseil de l'Europe ne permettait pas qu'on mettait les auteurs quand ils étaient de la maison. Alors c'était Daniel Théron qui a dirigé notre groupe pendant longtemps, et c'est lui qui a écrit ça. Et si vous lisez le texte, vous reconnaîtrez tout de suite qu'il était un grand amateur du Code Napoléon et de la belle langue française de la fin du XVIIIe siècle, dans le temps de la Révolution. Mais on peut très bien, ce matin, je l'ai mis comme si c'était un poème, ça ne l'est pas bien sûr, c'était juste une phrase, mais c'était plus joli comme ça. On peut très bien ou très mal vouloir et peut-être réussir de changer son appartenance culturelle, mais on ne changera pas son affiliation. Et ça, c'est une chose qu'on a ignorée. Trop longtemps, comme si affiliation c'était quelque chose qu'on met à côté et puis on a l'avenir, mais ça ne marche pas. Et c'est pour ça que l'affiliation pour moi est importante et l'appartenance l'est encore plus, et ça complique les choses. Justement, l'affiliation, c'est un cadre qu'on peut vouloir quitter, mais qui restera. Et puis, l'appartenance culturelle, c'est un cadre qu'on pense pouvoir choisir et aussi ajouter d'autres. Mais celui auquel on appartenait au début de sa vie et peut-être dans une partie de sa vie ne disparaîtra pas. Alors, c'est pour cela que toute cette idée de choisir son appartenance ne doit jamais obscurcir le fait que l'affiliation n'est pas changeable, ou alors par mensonge. Il y a des gens qui se sont inventés des passés, et là même dans le monde intellectuel c'est assez répandu, mais ça c'est une autre histoire. Un exemple. Pour la juxtaposition et la superposition et la recherche sur ce qu'on pourrait appeler un palimpseste, mais c'est beaucoup plus complexe justement parce que l'idée d'appartenance culturelle et de patrimoine et l'événementiel et la socialisation et la localisation des événements viennent ensemble. Là, j'ai sorti ce dessin de la thèse de doctorat de Gülşah Stapel, une de mes doctorantes brillantes, je suis super fière, avec un summa cum laude, qui a pendant très longtemps travaillé sur ce qu'elle pensait découvrir en tant que patrimoine turc à Berlin. Étant d'origine turque, mais pas berlinoise, et elle avait bien avancé, et puis finalement, elle a découvert que ça ne l'intéressait plus comme ça. C'était sous-complexe, pas assez complexe, de vouloir définir ce que serait le patrimoine turc à Berlin. Donc, elle a changé son point de vue, et elle est partie sur justement l'idée de la localisation. Et voilà la localisation de plusieurs événements avec plusieurs groupes de référence et plusieurs cadres sociaux et cadres politiques et cadres historiques
qui se juxtaposent et s'emboîtent dans la Hardenbergstraße, juste à côté de notre faculté. C'est la Ernst-Reuter-Platz, si jamais vous êtes à Berlin, Ernst-Reuter-Platz. Il y a un métro qui s'y arrête tout le temps et on prononce Ernst-Reuter-Platz très, très, très souvent, toute la journée. Un personnage important pour l'histoire de Berlin. Alors cette Hardenbergstraße, Gülcan a identifié beaucoup d'événements dont on ne connaissait absolument pas du tout les détails. Elle ne les connaissait pas au début, elle l'a découvert. Alors, quoi commémorer ici, où appartenir, quoi choisir? Alors, je fais toute une liste parce que sur cette rue, là, elle a l'air de rien, cette rue. Hein. C'est tout simplement une rue berlinoise. Et j'ai juste choisi 3 endroits. C'est le café am Steinplatz, c'est la Gedenkstätte pour les victimes du national-socialisme et la Gedenkstätte pour les victimes du stalinisme. Et je reviens vers la page antérieure, mais il y a beaucoup plus à découvrir. C'est sur la Steinplatz que Soghomon Tehlirian a tué Talat Pasha, qui était un des grands responsables pour le meurtre du peuple des Arméniens. Donc il y a 2 Arméniens, il y a un Turc, un Arménien, il y a les Arméniens, il y a... Oui, là, parce que ça, c'est une cour juridique où on a expulsé en 1933 et après les juges qui étaient juifs. Il y a des Stolpersteine pour ces personnes qui ont été jetées dehors et un a été déporté. Les autres sont morts par suicide ou par je ne sais pas quoi. Alors, tout cela sur la Hardenbergstraße, la TU de Berlin qui était très naziste à la fin des années 30 et dans les années 40, est refondée en 1946 par les Anglais avec un sac à dos antifasciste totalement chargé. La TU n'était absolument pas du tout un lieu d'innocence. Alors maintenant, la TU de Berlin est là partout. Hein, ça, c'est la TU. C'est là où j'ai enseigné pendant presque 20 ans. Mais il y a aussi eu des profs qui ont été expulsés parce qu'ils étaient juifs. Et puis aussi, là a habité et travaillé Ernst Reuter, ce maire de Berlin qui est devenu célèbre dans le monde entier avec son discours de 1948 « Ihr Völker der Erde, schaut auf diese Stadt ». Hein, ça, c'était la blocade ou le blocus, et il avait fait ce discours dans le Reichstag qui était en ruine, et ça a été transmis par la radio. Et c'est comme ça que, quand il était mort, on a tout de suite nommé cette place Ernst-Reuter-Platz. Tout cela, c'est à la Hardenbergstraße. Alors là, les histoires s'emboîtent et les cadres se déplacent, et puis on se déplace et en ne sachant rien, on ne s'aperçoit de rien. Mais plus qu'on y voit, plus qu'on y connaît, plus on change de cadre. Plus justement l'idée des cadres sociaux et locaux se réalise au niveau conceptuel, mais aussi au niveau de la connaissance et de la définition de ce que pourrait être un patrimoine plus complexe que pensé avant. Alors, pour les détails de ces monuments, je m'excuse, mais ça mène trop loin. Et là, je vous cite encore un petit peu longue, une citation. Alors, je me suis permise de traduire Gülcan Stapel avec l'aide de Dippel pour vous lire. Parce que je poursuis, elle a écrit sa thèse en « je ». C'est-à-dire première personne singulier, tout à fait du début à la fin, parce que c'était son expérience qu'elle décrit. Parce que je poursuis un travail de mémoire multidirectionnel comme motif d'ouverture et que je développe de plus en plus au fil du temps, il s'agit d'un autre travail de mémoire que celui des contre-narratifs. Les contre-narratifs veulent combattre l'interprétation existante par une interprétation différente, déterminée.
Les travaux de mémoire multidirectionnelle, ça c'est Michael Rothberg qui a introduit cette notion, où on était multidirectionnel, et les constructions d'héritage épique ne donnent pas d'objectif clair. La mise en relation de multiples lieux de mémoire le long du grand récit thématique sur la fuite, l'exil, la persécution se fait certes par association, mais n'est pas une astuce purement didactique, car la proximité spatiale et le chevauchement thématique existaient. Ils n'avaient simplement pas été mis en relation auparavant, ou alors ils n'avaient jamais été promus comme espace de mémoire à penser ensemble. Et c'est ce qu'elle propose dans son chapitre sur la Hardenbergstraße. J'ai choisi juste quelques images qui représentent un petit peu le mix culturel et historique de ces personnages, avec le chancelier Hardenberg qui était en charge en 1815 ou 13-14 quand les Prussiens ont finalement, avec leurs alliés, battu Napoléon. C'est Talat Pacha avec la moustache qui a été tué avec un coup de pistolet de Soghomon Téléran, que vous voyez là, un étudiant arménien venu à Berlin qui a étudié d'abord comment se comportait Talat Pacha et puis qui l'a tué sur la Steinplatz avec 2 coups de pistolet et qui a eu son tribunal à Berlin et il a été déclaré pas coupable. Donc il n'a pas été condamné, au contraire. C'était un triomphe extraordinaire dans les années 20 à Berlin. Un tribunal a trouvé qu'il avait bien fait. Alors maintenant, imaginez que les Turcs à Berlin et les Arméniens à Berlin viennent tous à la Steinplatz et ils veulent tous aussi un monument pour l'un et pour l'autre. Et heureusement, jusqu'ici, aucune autorisation n'a été donnée. Donc ça se joue dans le performatif. Et dans le performatif, bien sûr, c'est intéressant parce qu'aussi quand on y va, on peut aussi transgresser et on peut essayer de voir les deux. Et c'est ce que Gülşah a fait. Et avec Ernst Reuter, ça c'est le geste qui accompagne ces mots que j'ai déjà prononcés, c'est Ihr Völker der Weltschau auf diese Stadt. Mais il y a aussi encore une autre histoire qui mène trop loin là. C'est une histoire d'un jeune Turc qui avait demandé asile et qu'on n'avait pas accordé et qui, quand il avait son dernier tribunal, c'était très dramatique, il s'est jeté par la fenêtre 4 étages, il était mort. C'est mal qu'est mal à tout. C'est une des histoires, mais au milieu. Ça, c'est Emine Zevgi Özdamar qui a écrit Die Brücke vom Goldenen Horn. Elle est une Turque berlinoise qui écrit dans son allemand un petit peu turc et qui a découvert Berlin au milieu des années 60. Elle est venue en Gastarbeiterin, c'est-à-dire elle a d'abord travaillé chez Telefunk et puis elle a commencé à travailler en tant qu'actrice et auteure. Donc c'est elle qui nous a raconté que le café am Steinplatz est un lieu de rencontre pour tous les Turcs. Elle écrit ça dans son livre, mais elle n'avait pas compris pourquoi. Et c'est parce qu'il y avait quelque chose antérieur, mais qui n'était pas dit. Il y avait des gens qui savaient, mais il y avait des gens qui ne savaient pas. Mais c'était tout de même un lieu turc et un lieu d'étudiants. Alors ça, c'est Emine, et puis ça, c'est Gülşah, en action. Résumons donc tout ce qui précède, nous dirons que la plupart des groupes, non seulement ceux qui résultent de la juxtaposition permanente de leurs membres, dans les limites d'une ville ou d'une maison ou d'un appartement, mais beaucoup d'autres aussi, dessinent en quelque sorte leur forme sur le sol et retrouvent leurs souvenirs collectifs dans le cadre spatial ainsi défini. En d'autres termes, il y a autant de façons de se représenter l'espace qu'il y a de groupes. Et je termine.